Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous encore cet après-midi pour un nouveau webinaire de qualité et formation professionnelle. Cet après-midi, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Max Roche à ma droite, président de CertifPro, et puis Philippe Debrune, qui lui est vice-président de CertifPro. Merci à tous les deux d'être là. Vous pouvez vous présenter en quelques mots, peut-être? On commence très vite. Très vite, Max, voilà. Vous avez donné ma qualité pour laquelle je suis là. Je suis donc le représentant du MEDEF au conseil et au bureau donc, de CertifPro, et à ce titre, donc, dans le cadre du fonctionnement du partenariat, je suis président de CertifPro. Je suis par ailleurs donc président de la commission formation et éducation du MEDEF. Voilà. Voilà, j'espère qu'on vous entend bien. Je ne parle pas très fort, désolé, j'ai fait mes meilleurs efforts pour hausser le ton de ma voix. C'est pas très grave. Merci en tout cas, donc, Max, pour cette présentation. Je vais passer donc du coup la parole à Philippe. Là, hop. Bonjour à toutes et tous. Donc, Philippe Debrune, vice-présidente de CertifPro. Moi, je représente le collège salarié à CertifPro, qui est une instance paritaire. Je suis secrétaire confédéral à la CFDT, en charge des questions de formation, de sécurisation des parcours. Et comme Max, je siège également au conseil d'administration de France Compétences, de la CFDT. Et nous nous retrouvons avec Max dans beaucoup de négociations paritaires et de groupes de travail paritaires sur tous nos sujets emploi-formation. Très bien, donc l'objet de cet après-midi, c'est de présenter Transition Pro, le réseau des Transitions Pro. Ce que je disais, c'est que moi-même, je ne le connais pas très bien. Je connais le principe, bien évidemment, mais c'est intéressant de rentrer un petit peu dans l'existence de ce réseau Transition Pro, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et en quoi ça peut intéresser nos amis des organismes de formation. Donc, notre titre, c'est pour l'accès de tous à la société de compétences. Je rappelle sans arrêt que le titre 1 de la réforme du 5 septembre 2018, c'est vers une nouvelle société de compétences. Voilà. Alors, donc, et d'ailleurs, c'est l'objet de notre saison 1 de la série vers une nouvelle société de compétences. Voilà. Et donc, CertifPro et les certificats CLEA. Alors, je vous laisse la parole, Max. Peut-être pour commencer. Je vais commencer, y compris dans le paritarisme. Vous savez qu'on est alternativement président, vice-président. J'ai été président au début, Max était mon vice-président, puis on a alterné l'année dernière. Donc, pour ce qui est le plus l'histoire, c'est moi qui vais commencer et Max poursuivra sur l'actualité et l'avenir. Donc, CertifPro a été constitué autour en fait de deux missions. D'abord, la première, c'était autour des socles de compétences. Donc, les socles de compétences, on parlera de leur évolution, mais au départ, c'est CLEA, donc les socles de compétences avec 7 domaines de compétences, qui avaient été inventés par les partenaires sociaux en 2015, mis en œuvre début 2016, avec une particularité, c'est que c'est une certification inscrite au répertoire spécifique, mais le processus d'accès à cette certification est vraiment inspiré, même si ce n'est pas le cadre juridique, est inspiré de la VAE. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'on évalue les compétences déjà acquises par les personnes, et le parcours de formation, c'est ce qui leur est nécessaire pour accéder à l'ensemble de la certification CLEA. C'est extrêmement important pour les personnes les moins qualifiées parce qu'on reconnaît d'abord ce qu'elles savent faire. Alors, ce sont souvent des personnes qui ne croient pas beaucoup en elles. Et donc, leur reconnaître des compétences d'entrée de jeu, c'est déjà les mettre dans un mouvement positif d'accès à la compétence. Donc ça, c'est une spécificité. Aujourd'hui, cette logique de parcours est inscrite dans la loi, mais au moment où les partenaires sociaux ont inventé ce processus d'accompagnement vers la certification, c'était quand même une innovation sociale importante. Et donc ça avait été construit dans le cadre du COPANEF et du FPSPP, qui ont été supprimés par la loi du 5 septembre 2018.
et remplacé par France Compétences. Voilà. Alors, juste un petit, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et le comité paritaire national de l'emploi et de la formation sont des organismes, effectivement. Il y avait 4 organismes, le FP, le COPANEF, le CNEFOP, Conseil national de l'emploi, de l'orientation, de la formation professionnelle, je connais ma leçon, et puis la CNCP. Et ces 4 entités ont disparu effectivement le 1er janvier 2019 et ont été remplacées par France Compétences. Voilà. Absolument. Et comme France Compétences, tu viens de l'indiquer, est l'instance de régulation de la certification professionnelle, à l'évidence, France Compétences ne pouvait pas porter la certification claire, on ne peut pas être régulateur, etc. Donc, il y avait un vide juridique qu'on a posé assez rapidement avec l'État et en disant il faut créer une structure qui portera ces certifications. Donc, on a créé cette association le 13 décembre 2018. L'association qui s'appelle maintenant CertifPro, qui avait un autre nom à l'origine, mais CertifPro. CertifPro. Ce qui a permis de faire voter par le conseil d'administration du fonds paritaire la transmission de la propriété intellectuelle des socles de compétences du FPSPP vers CertifPro. Et puis, d'un point de vue réglementaire, tout ça a été validé par l'arrêté du 19 février 2019. Donc, ça, c'était le point d'accord avec l'État en disant il faut remplir ce vide. Et puis, plus généralement, les partenaires sociaux ont une ambition autour de la certification professionnelle, de favoriser l'essor d'un centre de certification paritaire au niveau interpro et interbranche. Donc, interpro, les socles, et interbranche, ce sont les certificats de qualification professionnelle interbranche. Donc, il y a une vocation de CertifPro d'être le lieu de réflexion et d'animation de ces enjeux. Donc, ça, c'est la première mission qui a été confiée à CertifPro. Et puis, une deuxième mission qui a été confiée dans un second temps. Peut-être qu'on peut passer la slide suivante. Cléa numérique. On va y revenir. C'est un peu pour rappeler. Voilà. Et donc, une deuxième mission, il y avait, la loi disposait qu'un ANI des partenaires sociaux devait préciser les missions des CEPIR. Alors, Accord national interprofessionnel. Voilà. Accord national interprofessionnel, c'est-à-dire, c'est les partenaires sociaux, le MEDEF à ma droite, c'est ça. Et puis CFDT, les autres. Pas que, bien sûr. Mais pas que. C'est donc les 8 organisations représentatives au plan national interprofessionnel. C'est ça, les 5 syndicats représentatifs des salariés, plus les 3 organisations patronales, donc MEDEF, CPME et UDP, voilà, donc qui ensemble se réunissent pour négocier, discuter et sortir un document qui s'appelle ANI. Une fois qu'il est signé, un accord. Une fois qu'il est signé, accord national interprofessionnel. Et donc, il y a 2 accords nationaux dont il faut parler. Celui du 22 février 2018, donc avant la loi de 2018, où les partenaires sociaux avaient posé le principe de ce qu'on avait appelé à l'époque le CPF de transition, qui venait compléter le CPF pour permettre des reconversions professionnelles, qui est devenu aujourd'hui le PTP, le projet de transition professionnelle. Donc ça, c'était une volonté des partenaires sociaux. Ce n'était pas tout à fait dans le premier projet de loi de la ministre Pénicaud. Donc, une volonté des partenaires sociaux, parmi d'autres. Et donc, pour faire vivre cela, donc la loi disposait de la mise en place de ce droit et de l'organisation territoriale de ce droit par des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, les CEPIR. Et donc, par l'accord national interprofessionnel du 19 mars 2019, les partenaires sociaux ont dit 2 choses. D'une part, ont renommé les CEPIR, qui ce n'est pas bien à l'oreille quand même. CEPIR, c'est un peu, oui. Et en leur donnant un nom qui soit compréhensible, qui ne soit pas simplement un sigle. Donc les transitions pro, donc les 18 transitions pro, chacune dans une région métropolitaine et outre-mer. Et ont confié à CertifPro le soin d'animer ce réseau. C'est-à-dire que ce qui était prévu par la loi, c'est une fonction de régulation de France Compétences. Mais en revanche, la question de l'animation du réseau et des éléments éventuellement de mutualisation n'était pas pensée.
Et donc, les partenaires sociaux ont considéré qu'il fallait animer ce réseau, le mettre en mouvement, y compris parce que ce réseau doit organiser une égalité des droits dans l'ensemble des territoires, donc ça s'organise, et ce n'est pas simplement une fonction de régulation. Et puis, de proposer à France Compétences et au ministère du Travail d'être l'interlocuteur de France Compétences et du ministère du Travail vis-à-vis de ce réseau. Donc, Certif Pro représente le réseau des 18. C'est la tête de réseau. Et les transitions pro qui avant s'appelaient les commissions paritaires interprofessionnelles. Voilà. Donc, les deux missions de Certif Pro, ce sont ces deux-là, et c'est pour ça qu'on va pouvoir creuser un peu sur ces deux missions. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas du tout prévu par la loi. C'est une volonté des partenaires sociaux, mais nous ne l'avons pas fait contre nos partenaires, mais bien dans le dialogue avec nos partenaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Certif Pro est une instance parfaitement reconnue par tous nos interlocuteurs. Donc voilà, cette construction un peu, on voulait refaire le fil un peu de... Oui, mais c'est important, c'est important parce que ça cadre déjà le réseau Transition Pro, vous allez nous en dire un petit peu plus sur ses missions, etc. Et c'est bien de faire ce cadrage parce que je pense que moi-même, je suis un peu déconnecté de ça et je trouve que c'est très, très intéressant et très, très, très important. Il faut juste bien comprendre, avant d'aller plus loin, c'est que Certif Pro est l'émanation, enfin, quelque part, des associations de transition pro. Oui. C'est une pyramide inversée, donc, et n'exerçons pas de fonction hiérarchique vis-à-vis de l'association. Au contraire, en fait, nous sommes l'émanation, nous sommes forcément financés par elles, dans le but de les aider donc, à coordonner leur travail, à animer le réseau, et comme c'est écrit là, donc, et à la représenter. Donc, c'est une vision très horizontale du fonctionnement, et pas du tout verticale. Et on est très attaché à ça parce que c'est comme ça que ça peut marcher, parce que c'est comme ça qu'on tient compte des particularités régionales et du fonctionnement proprement dit de chaque. Il faut que chaque association ait sa vie propre, son fonctionnement propre, nonobstant ce que vient de dire Philippe, d'assurer l'équité de traitement et de tous salariés ou demandeurs d'emploi partout sur le territoire. Est-ce qu'historiquement, il y a un rapport avec ce qui était avant les fonds GESIF ou pas? Alors, oui. C'est pour mettre un peu en perspective historique aussi. Non, mais c'est important que tu le rappelles parce que, y compris, on est en 2019, oui, les fonds GESIF existent encore, puisque les transitions pro ont commencé au 1er janvier 2020. Oui, voilà. Et donc, la première mission de Certif Pro, ça a été d'accompagner la transformation des fonds GESIF en transition pro, parce que ce qui a été décidé, c'est de garder la même structure juridique, y compris pour des raisons de patrimoine, des questions RH, évidemment, pour garder les contrats de travail, même si les moyens dévolus aux transitions pro ont été quand même largement baissés par rapport aux moyens qu'il y avait dans les fonds GESIF, donc il y a eu dû avoir des restructurations importantes. Donc nous avons accompagné cela de façon la plus uniforme dans l'ensemble des régions, dans un cadre qui était uniforme. Après, ce sont les transitions pro qui, chacune avec leurs spécificités, comme l'a rappelé Max, ont piloté ça. Et puis on a été en dialogue avec le ministère du Travail sur ce qu'on appelle les frais de gestion. Quand on gère le dispositif, il faut définir les moyens qu'on va avoir pour les gérer. Et donc, le taux de frais de gestion. Voilà, sur le taux de frais de gestion. Et donc, on a organisé ces Certif Pro qui a proposé, dans le dialogue avec les transitions pro, des mêmes statuts. Donc, toutes les transitions pro ont des statuts révisés exactement de la même façon. Et c'est important parce que du temps des fonds GESIF, ce n'était pas tout à fait la même chose. L'histoire des fonds GESIF était un peu différente. Donc, et c'était une volonté du réseau. On a accompagné cette volonté. Et puis, des règlements intérieurs qui ont la même structure, mais qui avaient la possibilité, où évidemment, chacune des transitions pro pouvait l'aménager en fonction de son organisation territoriale. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi pour ça que je voulais vous avoir cet après-midi avec nous pour en parler et pour montrer qu'il y a une dynamique aussi derrière ce réseau Transition Pro et que c'est important de diffuser et de faire connaître, je pense. Ouais. C'est une philosophie girondine d'organisation, c'est pas une philosophie colbertiste. Oui.
Il n'y a pas effectivement c'est pas descendant. C'est pas descendant. Voilà. Et moi, je trouve que le terme que Max a employé de girondine est le plus approprié. On continue ou est-ce qu'on a des questions dans le chat? Pour l'instant, non. Voilà. Donc, si on n'a pas de questions, ben, on passe au sujet suivant. Pardon, on en a peut-être déjà parlé. C'est un peu ce qu'a dit Max là. Il y a cette dimension vraiment de Certif Pro qui est portée par le réseau, y compris l'ensemble des associations Transition Pro sont adhérentes à Certif Pro, hein, c'est ça la fonction un peu fédératrice. Et en même temps, c'est aussi une volonté des partenaires sociaux d'inscrire le paritarisme dans une logique de paritarisme de projet. Et ça a été clairement indiqué dans 2 ANI, à nouveau, accords nationaux interprofessionnels, qui parlaient de la question du paritarisme. Donc, on s'est appuyé sur celui de 2012 lorsqu'on a créé Certif Pro, mais là, celui qui vient d'être signé, celui du 8 mars 2022, qui est tout récent, réinterroge et approfondit cette dynamique-là. Et nous, on a vraiment créé Certif Pro dans cette logique, à la fois, bien sûr, assurer le paritarisme de gestion, parce qu'il faut être à la hauteur des droits qui doivent être mis en œuvre, mais aussi, on le verra, d'aller un peu voir plus loin que cela. Et on a lancé un certain nombre d'expérimentations, on y reviendra, mais c'était vraiment cette logique. Oui, c'est ça. Et aussi, et peut-être qu'on en parlera sur transition collective, mais aussi d'être à la fois un lieu de réflexion pour les partenaires sociaux, en capacité de mettre en œuvre un certain nombre de pistes de réflexion. Donc, c'est un dialogue permanent entre des volontés stratégiques des partenaires sociaux et la capacité d'explorer, de mettre en œuvre, d'expérimenter dans un enrichissement mutuel, en fait, entre les logiques d'acteurs et les logiques de réflexion stratégique. Voilà. Un peu, à la fois, comme le dit Philippe, il y a toutes les questions je dirais, d'être un acteur et donc d'avoir un paritarisme de gestion. En même temps, je caricature exprès pour dire, à un moment donné, il s'agissait d'être un peu un niveau de paritarisme dans un océan d'étatisme, donc de sauvegarder un lieu où on pouvait dialoguer. Et on voit, honnêtement, ça a prospéré, parce que je pense quand même que, moi je pense que l'ANI de 2021, il est le produit en fait du fait qu'on a pu sauvegarder cette capacité qu'on avait de dialoguer entre nous à un moment où quand même l'État s'était un peu assis sur je dirais, le paritarisme pour la loi de septembre 2018. La loi du 5 septembre 2018 met l'État au cœur du système en écartant un peu. L'ANI dont vient de parler Max, c'est l'accord cadre national interprofessionnel du 14 octobre 2021, où, entre partenaires sociaux, on a non seulement fait une analyse des effets de la loi de 2018, mais on a été force de proposition. Il ne s'agit pas de remettre en cause la loi de 2018, il ne s'agit pas de refaire tout ce qui a été fait, qui a par ailleurs des vertus. Hein. Il s'agit de travailler dessus et surtout de ne pas de garder cette capacité de dialogue paritaire et cette capacité autonome de dialogue paritaire vis-à-vis de l'État pour construire quelque chose et pallier au point aveugle aussi de la loi. Hein. Mais comme c'est indiqué sur la diapo, hein, à la fois c'est une volonté des partenaires sociaux, mais ce qui est intéressant, c'est que France Compétences, comme le ministère du Travail, y ont vu tout à fait leur intérêt aussi. Dans la gestion du système d'information commun des transitions pro, qui est un élément très structurant, hein, et ce système d'information commun est effectif depuis 1 an. Avant, il y avait des systèmes d'information différents, donc on a, avec France Compétences, fait migrer l'ensemble des SI dans un SI commun. France Compétences considère, même si c'est France Compétences qui a la responsabilité de ce SI commun, mais sans la tête de réseau Certif Pro pour animer le réseau et être force de proposition et de dialogue entre France Compétences qui a cette responsabilité et puis les transitions pro pour lesquelles c'est l'outil de travail. Hein. Donc, avoir ce dialogue permanent est considéré comme une valeur ajoutée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a recruté en interne à Certif Pro une chargée de mission sur les systèmes d'information
pour avoir la capacité d'avoir pas simplement un point de vue moyen de toutes les transitions pro, mais un point de vue partagé à l'échelle du réseau. Donc ça, sur les systèmes d'information, et puis sur l'ensemble des missions de tête de réseau, mais aussi un certain nombre de missions d'expérimentation, on peut parler de Transco, on peut parler de la VAE, on est reconnu par l'État qui a décidé, comme beaucoup d'autres têtes de réseau, de contractualiser une convention de fonctionnement de Certif Pro. Donc, c'est une volonté des partenaires sociaux, et en même temps, on ne l'a pas fait contre, on l'a fait au service, y compris de la contribution des partenaires sociaux à une politique publique à son efficience, et ça nous est reconnu par nos interlocuteurs et partenaires. Max, d'autres choses? Non, très bien. On va venir après, j'imagine, concrètement ce que font les associations Transition Pro. Et puis, c'est pour ça que j'ai reparlé du fonds GESIF tout à l'heure aussi, parce que ça parle. Voilà, il y a un passage de l'un à l'autre. Donc, les fonds GESIF, je pense, étaient très connus et Transition Pro, pas encore tellement, quoi. C'est un peu l'intérêt de notre rendez-vous d'aujourd'hui, de faire connaître ça. Bon, ça, je crois qu'on l'a déjà dit, hein, le fait que les transitions pro, parce que tu as posé la question, donc on a anticipé sur cette slide. J'ai anticipé sur cette slide, voilà. Donc voilà, c'est bien la transformation des fonds GESIF. Voilà. Alors, maintenant, qu'elles font ces associations Transition Pro? Je commence et puis Philippe complétera. Hein. La base du travail des transitions pro, c'est de prendre en charge donc, les salariés qui ont l'ambition de changer d'activité professionnelle. Donc c'est ces associations qui concentrent les financements conduits par France Compétences, donc, qui sont affectés donc, à la formation professionnelle. Et donc, c'est elles qui gèrent les dossiers de demande de transition professionnelle par des salariés dans les régions et qui donc retiennent ou ne retiennent pas les dossiers. On pourra développer après les problématiques de critères et de priorités, et donc qui identifie et donc oriente éventuellement les salariés vers le conseil en évolution professionnelle pour les aider à bien mieux formuler leurs demandes, et qui ensuite donc instruisent le dossier, le retiennent, ne retiennent pas à travers la commission, et puis ensuite donc suivent la mise en œuvre du parcours de formation du salarié. C'est, je dirais, je pense que le contrôle de Philippe, c'est je dirais l'essentiel de l'activité et des effectifs, donc des effectifs des associations qui est en charge de cette activité, qui est importante, puisque quand même la formation professionnelle, c'est quand même un enjeu très important aujourd'hui en France pour permettre aux salariés, notamment, alors on va revenir sur les problèmes de priorité, hein, les salariés donc, des plus basses qualifications, de se construire un avenir professionnel qui est donc plus valorisant pour eux, qui correspond mieux à leurs aspirations. On est sur la reconversion professionnelle. On est sur la reconversion avec ce dispositif qui est le PTP, donc le projet de transition professionnelle, qui s'est substitué au congé individuel de formation. Voilà, c'est ça. Je disais, c'est le rapport. Avant, on avait les congés individuels de formation, voilà, et qui maintenant s'appelle le projet de transition professionnelle. Projet de transition professionnelle, vous voyez. Avec une différence, le cadre juridique est très proche, sur l'autorisation d'absence, sur la prise en charge de la rémunération et de la formation pendant le parcours. Voilà. En revanche, dans les critères d'éligibilité, la dimension de la reconversion professionnelle, du changement de métier, est un critère déterminant. Ce qui n'était pas pour le CIF. Alors, c'était devenu une pratique parce qu'il y avait une demande sociale de reconversion, donc le CIF prenait en charge essentiellement des projets de reconversion professionnelle, mais en droit, le CIF pouvait être mobilisé pour autre chose. Là, clairement, le projet de transition professionnelle est ciblé sur les reconversions. Donc ça, c'est un des dispositifs. Il y en a un autre, alors, où ne transite pas de l'argent, mais qui correspond aussi à des projets de reconversion. C'est un nouveau droit qui a été institué par la loi de 2018 pour les démissionnaires.
Ah, les démissionnaires. Donc ça s'appelle le PRP, le projet de reconversion professionnelle, toujours des sigles. En fait, c'est un nouveau droit qui dit que quelqu'un qui souhaite démissionner parce qu'il ou elle a un projet de reconversion professionnelle peut bénéficier de la prise en charge par l'assurance chômage. En revanche, on ne dit pas, la loi ne dit pas comment est pris en charge la formation si c'est nécessaire. Donc, les transitions pro sont en charge de l'analyse du projet de la personne. Et donc, ce sont les transitions pro qui donnent la validation du fait que le projet est réel et sérieux, dans les termes de la loi. Et une fois que c'est fait, donc ça demande un travail d'instruction qui est à peu près le même que pour un PTP, hein, sur le fondement du projet. Mais en revanche, il n'y a pas la prise en charge de la formation ni de la rémunération, puisque la rémunération, en fait, c'est une rémunération de substitution par l'assurance chômage. Et les personnes ont les mêmes droits que n'importe quel demandeur d'emploi sur l'accès à la formation pour les demandeurs d'emploi. Après, il y a des enjeux qui restent d'ajustement entre l'analyse qui est faite par les transitions pro et la prise en charge effective de la formation par Pôle emploi, parce que parfois il peut y avoir des incompréhensions. Donc, ça, c'est un travail à faire, mais c'est un droit alors qui n'est pas de même nature, mais qui quand même rencontre de plus en plus son public également. Donc ça, c'est deux leviers de reconversion. Puis il y a quelques missions complémentaires. Alors, tu l'as dit d'un mot, mais il y a la question du conseil en évolution professionnelle, mais Max l'a dit. Autrefois, le FONGECIF mettait en œuvre le conseil en évolution professionnelle. La loi a changé cela. Donc, il y a des opérateurs régionaux dans un marché de transcompétences. Mais en revanche, il y a cette articulation-là à trouver pour que on appelle les parcours sans couture, enfin que l'accompagnement se passe au mieux. Et dans les missions nouvelles des transitions pro, il y a une mission autour de l'analyse des besoins en emploi et en compétences dans le territoire, ce qui permet de faire des priorisations, parce que cette analyse-là, elle est très utile pour les commissaires qui jugent de la pertinence des projets, parce que ça s'appuie vraiment sur l'analyse des besoins dans le territoire. Il y a une mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire. Alors, le CEP, tous opérateurs, pas seulement l'opérateur du marché, mais aussi la PEC, les missions locales, les CAP emploi et bien sûr Pôle emploi. Et puis, il y a une autre mission, mais qu'on traitera peut-être après, qui est de mise en œuvre de CLEA dans le territoire, de relais de certificats dans le territoire. Mais ça, c'est un peu... Alors, on va parler de CLEA. On va juste répondre à 3 petites questions, là, parce que j'aime bien qu'on donne un peu la parole à nos webinautes. Alors, comment sollicite-t-on les interlocuteurs pour orienter du public et concrètement, comment ça se déroule? Quels sont les financements pour CLEA? Qui prescrit? Alors, il y a plusieurs questions dans... Il y a plusieurs questions, oui. Les interlocuteurs pour orienter du public et comment concrètement ça se déroule, c'est vraiment les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, et ça, dans toutes les régions, il y a des opérateurs. Oui. Il y a un site sur le... alors, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est mon compte... non, ce n'est pas mon compte, justement. C'est mon conseil en évolution professionnelle, sur lequel il y a toutes les adresses qui sont géolocalisées des opérateurs du CEP. Selon le choix de la personne, ça peut se faire en présentiel ou en distanciel. Le confinement est passé par là, donc il a bien fallu s'adapter. Il y a une demande également. Donc ça, c'est les missions du conseiller en évolution professionnelle. Plutôt la PEC pour les cadres. Plutôt la PEC pour les cadres. Et pour les non-cadres, les opérateurs du marché dits des actifs occupés. Les jeunes, c'est les missions locales. Alors, les financements pour CLEA, ça a été une bataille que nous avons menée. En fait, les financements pour CLEA ont été un peu les oubliés de la réforme de 2018. Parce que dans les pactes régionaux d'investissement dans les compétences, négociés entre les régions et le Haut-Commissariat, il y avait un marché qui avait été oublié, c'est celui de l'évaluation préalable. C'est ce que je disais tout à l'heure, avant de faire la formation, on ne vend pas de la formation, avant de faire la formation, on évalue les compétences.
Et ça, ce marché n'avait pas été passé. Donc, il y a eu un trou dans la raquette, et ce qui a cassé net la dynamique Cléa, sauf dans la région Hauts-de-France. Depuis, ça s'est relancé un peu, mais on a obtenu un financement dans le cadre d'un marché national du PIC sur Cléa pour les demandeurs d'emploi. La vocation, c'est bien que ce soit les régions qui le prennent en charge. Donc, il y a tout un travail avec Régions de France et dans chaque région avec les régions pour les sensibiliser à cette problématique de l'évaluation préalable. Ça, c'est pour les demandeurs d'emploi. Pour les salariés, c'est moins connu parce que le décret est sorti en plein confinement. Mais la Cléa, et d'ailleurs Cléa numérique aussi, sont éligibles de droit à la PROA. La PROA, alors la PROA, c'est le système qui a remplacé les périodes de professionnalisation. Hein. C'est la période de reconversion et promotion par l'alternance. Donc on est salarié de l'entreprise. Et en fait, c'est en gros un contrat d'alternance dans le contrat de travail. C'est un alternant qui a déjà un contrat de travail. Et ça, donc, la loi dispose que pour pouvoir être éligible, il faut que les certifications visées soient inscrites dans un accord de branche étendu. Mais pour Cléa et Cléa numérique, c'est éligible de droit. Donc, même s'il n'y a pas d'accord de branche, on peut passer Cléa et Cléa numérique lorsqu'on est en emploi par le financement de la PROA, donc financé par les OPCO. Donc ça, c'est un droit qui est assez peu connu, oui, et pourtant qui est facilement... oui, c'est assez peu connu, oui. Et qui prescrit quelqu'un qui... Alors, si on est salarié, on va voir son employeur, sa section syndicale éventuellement, son employeur, en disant, mais voilà, pourquoi on ne le met pas en œuvre? Ça ne coûte rien à l'employeur. Tu vas nous expliquer, vous allez nous expliquer après, Cléa, ce que c'est, ce que ça recouvre comme certification. Oui, bien sûr. Ça va être le sujet suivant. La question après sur la VAE, alors pourquoi on a cessé? Je ne sais pas pourquoi on a cessé de financer. Parce que l'État s'est désintéressé du sujet. Ouais. Alors, nous, on a obtenu le fait de pouvoir faire cette expérimentation en 2020 dans le cadre du plan de relance. Hein. C'est une ordonnance du 1er avril 2020. On s'est battu pour qu'on puisse rentrer dans cette expérimentation. Donc, le réseau des transitions pro s'est mobilisé. L'expé devait se terminer en décembre 2020. On a obtenu qu'elle se prolonge jusqu'en juin 2021. Pourquoi on n'a pas obtenu plus loin? Ça reste un mystère pour nous. Et en tous les cas, on n'a pas lâché l'affaire et on a réobtenu le droit de recommencer depuis hier, depuis le 1er juin 2022 jusqu'au 30 mai 2023. Et on espère bien que d'ici là, la réflexion sur la VAE nous permette de passer du stade expérimental à un stade plus important. Oui, puis l'événement 20 ans de la VAE va ramener aussi la question de la VAE en tout cas, dans la discussion, ce qui est intéressant. La ministre du Travail de l'époque, oui. qui est maintenant Premier ministre, s'est quand même intéressée au sujet. Donc on peut espérer que le sujet prospérera à partir de maintenant. Absolument, absolument. Alors, y a-t-il déjà, Nadine nous demande, est-ce qu'il y a des partenariats financiers déjà conclus pour la formation et la certification des DE ou Cléa, ou les organismes de formation doivent-ils se débrouiller pour obtenir des financements pour ce public? Bon. C'est cadré en 2022, c'est dans le projet de loi de finances, donc c'est ancré pour l'année 2022. Alors après, pour la suite, mais là, les financements sont acquis. C'est un financement qui passe par Pôle emploi. Et donc, il n'y a pas besoin de se débrouiller pour obtenir les financements. Les financements sont de droit. Et donc, les organismes habilités par CertifPro sur Cléa le savent très bien. Et sinon, donc, on a un chargé de mission à CertifPro en charge de Cléa. Et pour ceux qui veulent des informations plus opérationnelles, on aura les coordonnées à la fin. On aura les coordonnées à la fin, voilà. Merci. Nadine, pour cette question. La question suivante d'Anne-Sophie, que peut faire un salarié si son conseil en évolution professionnelle ne veut pas qu'il dépose un dossier démissionnaire au prétexte qu'une formation ne sera pas acceptée? Là, je ne sais pas si on peut répondre à ça. Parce que le passage en conseil en évolution professionnelle est obligatoire. Après, le CEP n'est pas prescriptif. Le CEP, c'est de l'accompagnement, mais c'est le choix de la personne. Voilà, il peut passer outre, hein, c'est la question. Ouais. La réponse, c'est oui. Après,
enfin, moi j'aurais tendance à penser qu'il devrait continuer à discuter avec son CEP pour comprendre la raison pour laquelle on lui a dit que le dossier n'était pas adapté ou accepté. Oui, parce qu'il y avait, on peut présumer qu'il y a une raison à ça. Oui, parce que je pense que c'est le CEP qui pense que la formation ne sera pas acceptée, mais je lis ça comme une hypothèse du CEP. S'il pense ça, comme le CEP par hypothèse, il connaît les critères et les priorités, ça veut dire qu'effectivement, il est quand même assez probable que le dossier sera pas retenu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que la personne accepte de discuter avec son CEP pour bien comprendre. Encore une fois, la réponse, bien entendu, oui, il peut passer outre, mais maintenant, on peut penser que ses chances de succès seront modestes. Oui, si le CEP... Alors là, on est dans le cadre d'un démissionnaire, donc si la transition pro reconnaît le caractère réel et sérieux, il aura son indemnisation chômage. En revanche, rien ne dit, et c'est là où l'avis du CEP doit l'éclairer, rien ne dit que sa formation sera financée. S'il veut financer sa formation tout seul, alors why not? Mais là, effectivement, comme Max l'a dit, l'alerte du CEP, il faut la prendre en compte. Oui, c'est à ça que ça sert le CEP, comme ça sert à éclairer le salarié. Après, encore une fois, c'est lui il est libre et il décide en son âme et conscience de ce qu'il fait, mais c'est quand même une information, une alerte importante, l'avis de son CEP. Là encore, on est sur des questions de financement. Hein. C'est-à-dire que, comme l'a dit Philippe, s'il décide de financer lui-même, voilà. Oui, mais quand même, derrière ça, il y a quand même, je dirais, l'emploi. Oui. La problématique, parce qu'il ne fait pas une formation juste pour le plaisir, il fait une formation pour trouver un emploi. Oui. Donc je pense quand même que ça mérite tout ça, dans une situation, de bien travailler, de bien réfléchir pour être certain que le projet débouche sur quelque chose. D'accord. Comment allez-vous permettre le niveau de financement de l'EVAL Cléa par les régions? Et puis après, on va arrêter de répondre à des questions, puis on va recontinuer. Mais c'est bien de répondre à des questions. Merci. Comment par la force de conviction, on n'a pas de pouvoir, mais on essaye de convaincre. C'est vrai qu'on avait obtenu dans le cadre du marché national un niveau de prise en charge, parce que le Haut Commissariat avait fait confiance à Certifpro dans la bonne définition du niveau de prise en charge du parcours Cléa. C'est vrai qu'il faut le rediscuter région par région, parce que c'est la loi qui dit que les régions sont responsables. Donc, lorsque ce sera des marchés régionaux, ça va se discuter dans chaque région. Donc, c'est un enjeu de parler de ce niveau de financement. Mais derrière, probablement, derrière la question du financement, c'est aussi la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça passe aussi par la bonne compréhension de ce qu'est l'évaluation préalable. Souvent, les régions nous disent que ça leur paraît coûter cher. Et en fait, nous, on tient vraiment à ce processus, parce que c'est un processus qui est vraiment capacitant pour les personnes. On n'imagine pas, quand quelqu'un arrive à passer Cléa, pensant ne pas valoir grand-chose, ne pas avoir beaucoup de compétences en main, et que dès l'évaluation préalable, on lui dit que sur les 7 domaines, il y en a n'importe quoi, il y en a 4 qui sont déjà maîtrisés, et qu'on va l'accompagner sur tout ou partie des 3 autres, vous avez des gens qui sont fiers d'elles-mêmes et ces personnes-là sont prêtes encore plus prêtes à s'engager et avec un vrai enthousiasme. Et donc, le coût que représente cette évaluation préalable, d'abord, il est compensé largement par le fait qu'on réduit les parcours de formation. On ajuste la formation juste aux besoins de la personne. Et puis, en termes de reconnaissance et de dynamique apprenante, c'est considérable. Donc, je pense qu'au-delà de la question de l'argent, il y a un travail de fond à faire pour expliquer, parce que c'est pas encore... Les régions confondent souvent l'évaluation préalable et le positionnement préalable. Ce qui n'est pas... Alors, je ne sais pas si on rentre dans ces détails-là, mais dans les discours de spécialistes, l'évaluation préalable, c'est une évaluation sommative. Donc, on peut passer l'ensemble de Cléa sans 1 heure de formation. Alors que le positionnement préalable, c'est une évaluation formative. Donc, c'est dans le cadre du parcours de formation. Et ça, cette distinction entre les deux, il faut en faire la démonstration et avoir ce pouvoir de conviction. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tous les cas, on a la volonté de le faire. Allez, une dernière question, repréciser pour le dossier démissionnaire qui finance la formation, si acceptation. Les régions pour l'emploi, parce qu'à partir du moment où vous êtes démissionnaire, vous êtes demandeur d'emploi.
Donc, vous rentrez dans le cadre des demandeurs d'emploi. Donc, vous avez les achats collectifs des régions, des achats collectifs de Pôle emploi, et puis vous avez les parcours individuels, hein, les AIF de Pôle emploi. Donc, et là, comme le dit Max, quand ce n'est pas financé, c'est peut-être parce que l'analyse de Pôle emploi sur les besoins en compétences dans le territoire ne correspond pas au projet de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut affiner cette question. Alors, c'est ça qui m'intéressait comme question aussi, c'est les besoins de l'emploi sur un territoire donné. Oui. Mais je peux aussi vouloir faire une reconversion pour aller peut-être sur un autre territoire. Ah oui, c'est aussi m'arriver. Bien sûr, c'est possible. C'est aussi possible. Et normalement, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Voilà. C'est aussi un élément de réponse peut-être pour la discussion avec le CEP pour la question dont on nous parlait tout à l'heure. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que le CEP, lui, travaille sur un bassin d'emploi là où il se trouve, régional. Ça reboucle avec la slide que vous avez projetée là, qui exprime chaque transition pro travaille en autonomie avec son environnement, en liant les partenaires, etc. Voilà. C'est que justement, le système est conçu de telle manière qu'il y a les priorités régionales qui pèsent lourd pour s'assurer qu'effectivement, quand il s'agit d'analyser un dossier, que ce soit un demandeur d'emploi ou un salarié en poste, parce que l'essentiel, c'est comme des salariés en activité qui envisagent des transitions professionnelles, en fait, que dans l'analyse du dossier, on pèse lourd les sujets donc d'emploi, de marché local, de capacité à retrouver un emploi localement dans le cadre de la formation souhaitée. Et ça, c'est un point sur lequel on s'est beaucoup battu avec Philippe et avec l'ensemble des partenaires sociaux, donc avec France Compétences, pour faire en sorte que, je dirais, les priorités régionales pèsent aussi lourd que les priorités nationales. Parce qu'il est légitime qu'il y ait des priorités nationales, c'est des problèmes d'équité et d'ambition politique au bon sens du terme, privilégier donc les faibles formations, les formations les plus faibles, privilégier donc les gens à handicap, je ne veux pas, les salariés des entreprises, etc. Mais au-delà de ça, indépendamment de ça, à côté de ça, il faut se poser la question de trouver des réponses aux problèmes locaux, régionaux. Donc, on pesait tout notre poids pour que justement les transitions pro disposent d'une marge de manœuvre pour définir elles-mêmes, donc ces partenaires sociaux, donc les critères de priorisation qui correspondent au marché local de l'emploi, aux besoins des entreprises locaux. C'est très intéressant d'entendre des partenaires sociaux comme ça, j'ai envie de dire, il y a une dynamique qui fait plutôt plaisir à entendre et à voir au service de l'innovation sociale. C'est pas toujours l'image qu'on renvoie des partenaires sociaux. Mais justement, c'est bien parce qu'il y a évidemment des confrontations de points de vue. Bien sûr, mais évidemment. Là, dans nos responsabilités, Max et moi, et avec l'ensemble des autres organisations au bureau et au conseil d'administration de Certif Pro, on a une responsabilité à porter et toutes les organisations sont très engagées pour mener à bien cette responsabilité. Et ça, c'est aussi la capacité des partenaires sociaux. Et c'est vrai que la question de l'innovation sociale, alors ça a été indiqué dans le chat sur la question de la VAE, vous savez, sans la volonté acharnée de Certif Pro et des partenaires sociaux qui l'ont porté au plus haut niveau, d'obtenir la capacité de financer de l'accompagnement à la VAE pendant la crise, eh bien, ça n'aurait pas vu le jour. Donc, cette innovation sociale, on l'a portée, bien évidemment, c'est une décision au bout du bout de l'État. Mais la force de conviction, on l'a portée. Effectivement, comme ça a été rappelé, on n'a pas réussi à obtenir la suite après le 30 juin. Mais vous voyez, on ne s'arrête pas à une déception et on a continué à se battre et on a obtenu la réouverture. Les stop and go, c'est jamais bon, mais voilà, on n'a pas lâché l'affaire. Et puis, voilà, on travaille pas seulement tout seul, mais aussi avec d'autres acteurs, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, les OPCO, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis, on est membre du conseil d'administration du GIE, D2OF, qu'on connaît plus sous le nom de Datadoc. Datadoc, oui. Donc, on travaille en partenariat avec d'autres parce que la question, c'est préserver l'autonomie des transitions pro dans chaque territoire, chaque fois que c'est utile à l'efficience du système. Et chaque fois qu'on peut mutualiser, on est là pour... force de rappel pour éviter que ça diverge. À propos de Datadoc, donc la base de données Datadoc en réalité a disparu. En fait, elle est remplacée par la liste publique des organismes de formation mise à jour quotidiennement,
avec, on trouve les certifiés dans chacune des certifiés Calliope dans chacune des 4 catégories de l'article L63-13-1 du Code du travail. Bref, mais le GIE, lui, existe toujours. Il existe toujours. Alors, quelles vont être ses missions Pour le moment, il y a de toute façon toujours une mutualisation de la capacité des financeurs à vérifier la qualité de la formation suivie, parce que Calliope, c'est la qualité de l'organisme de formation. Et donc, lorsqu'on finance un projet de formation, il faut s'assurer de la qualité de ce projet. Donc, cette mission-là demeure. Et puis, par ailleurs, on a, avec les OPCO, au sein du GIE, la volonté de maintenir un outil de mutualisation entre les différents financeurs paritaires. Donc, il y a des choses à mutualiser, probablement, il y a des économies d'échelle à faire, il y a des réflexions partagées. Et donc, le GIE est aussi un lieu, il y a quelques projets, pour le moment, on ne peut pas en parler, mais il y a une vraie réflexion entre les OPCO et entre les transitions pro et entre OPCO et transitions pro pour voir comment cet outil peut être mobilisé au service de l'action des financeurs paritaires. En tout cas, le rôle du GIE pour la mutualisation, encore une fois, Calliope inspire la confiance des financeurs. La confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est certifié Calliope qu'on n'aura pas des contrôles des financeurs qui pourront vérifier que telle ou telle action a été menée d'une façon qualitative. D'ailleurs, nous, chez CFS+, on a déjà eu 3 contrôles de ce type qui ne disent pas leur nom. Hein. Mais c'est 3 lettres d'un OPCO qui nous disent « Tiens, comment vous avez répondu à tel aspect de l'article du Code du travail ?» sans nous citer l'article du Code du travail. Bon, et moi, j'ai pris ça d'ailleurs très très bien, mais comme un début de contrôle de la qualité de ce que nous faisons. Voilà. Donc, ce travail-là pourra être mutualisé avec le GIE Datadoc. C'est l'ambition. C'est l'ambition, voilà. Je ferme la parenthèse. Cléa. Alors, pour préciser un peu, donc effectivement, là, les 7 domaines de compétences sont indiqués. Rappelez l'histoire quand même de Cléa. C'est une réflexion européenne sur les compétences clés européennes. Et donc, la France, vous savez, parfois on se compare à d'autres pays européens en disant on est en retard sur ça et ça. La France a été le premier pays, et porté par les partenaires sociaux, à traduire opérationnellement ce principe des compétences clés européennes dans un référentiel très opérationnel et dans une certification que l'on peut délivrer. Compétences clés européennes. Voilà, donc ça, c'est la traduction en France. C'est déjà une belle base. Il y a 2 domaines alors, ce n'est pas structuré exactement comme les compétences clés, mais c'est vraiment l'inspiration. Il y a en revanche 2 domaines qu'on n'a pas repris. L'un, c'est que dans les compétences clés européennes, il était prévu la maîtrise d'une langue étrangère. Et on s'est dit, en tous les cas en 2015, c'est des réflexions qu'on continue à avoir, que la marche aurait été trop haute, vu la maîtrise de l'anglais, parce qu'il s'agit essentiellement de ça. Donc on ne pouvait pas bâtir un socle là-dessus. Et la deuxième, c'est que dans les compétences clés européennes, il y a une dimension de compétences citoyennes. Et là, on s'est dit que nous, partenaires sociaux, nous n'étions pas légitimes pour définir un référentiel de compétences citoyennes. Ça dépasse le champ du monde du travail. Donc, on s'est concentré sur ce qui procède vraiment des besoins en compétences dans le monde du travail. Et donc, ces 7 domaines, sont divisés, chacun des domaines est divisé en sous-domaines. Il y a 28 sous-domaines, et chacun est subdivisé en éléments d'évaluation. Donc, il y a une maille beaucoup plus fine de critères d'évaluation. Donc, lorsque vous avez l'évaluation préalable, vous pouvez avoir soit la totalité d'un de ces domaines, soit en partie, puisqu'il y a des sous-domaines. Et après, à partir de ça, est proposé à la personne de suivre un parcours de formation permettant de l'accompagner jusqu'à l'accès à l'intégralité de la certification Cléa. Et dans l'intervalle, on peut rester 5 ans avec le bénéfice de ces sous-domaines. On reprend quand on veut. Y compris, ce qui est intéressant dans la méthode, c'est que, comme ce sont souvent des gens pour qui, pas tous, hein, mais pour une bonne partie, pour qui le souvenir de la période scolaire n'est pas forcément un très bon souvenir.
Donc, les personnes ne sont pas du tout accueillies dans un cadre scolaire. Y compris, on leur pose des questions, et au fur et à mesure qu'on leur pose des questions qui paraissent anodines, en fait, on commence à évaluer leurs compétences. Et leur dire, ben voilà, ça c'est acquis. Il y a un point peut-être qu'il faut souligner, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un rapport qui parlait d'un CLEA plus réduit. En disant, mais en fait, il faut se concentrer sur le cœur, qui est la communication en français, les mathématiques et l'informatique. Et en fait, c'est en disant la marche est trop haute pour CLEA. Et c'est sans doute une fausse bonne idée, parce que quand on regarde les statistiques, ce que les personnes arrivent à valider plus facilement en évaluation préalable, c'est justement les autres. Et l'intérêt d'avoir cette domaine, c'est que vous prenez quelqu'un qui a des vraies difficultés dans la communication en français et en mathématiques, et pour qui c'est une difficulté au quotidien, hein. Lui permettre de dire, bon, sur la communication en français et sur les mathématiques, ou les règles de logique, parce que c'est plutôt de cela, on va vous accompagner, vous avez besoin d'un peu d'appui, mais vous savez déjà apprendre à apprendre, vous savez déjà travailler en autonomie, les règles d'hygiène et sécurité, vous les maîtrisez, donc vous avez déjà plein de compétences. Et comme en plus vous avez la compétence apprendre à apprendre, vous savez apprendre. Donc ça va être facile si on vous accompagne, ça va être facile. C'est beaucoup plus mobilisateur. Alors que si on réduit sur ce qui est le plus difficile à atteindre, vous allez avoir des gens qu'on va remettre en situation d'échec. Et toute la philosophie de CLEA, c'est justement de ne jamais mettre les personnes en situation d'échec, mais au contraire de valoriser toujours ce qu'elles savent faire, parce que c'est en plus des personnes qui se sous-estiment souvent beaucoup. Donc voilà, c'est un référentiel, mais c'est aussi une philosophie héritée d'une ambition européenne. C'est quand même bien de le rappeler. Ah, c'est bien. D'une philosophie d'accompagnement des personnes et de transformer l'offre pédagogique au service des plus fragiles, et pour ceux pour lesquels le système scolaire n'a pas été la bonne solution. Et il peut être la bonne solution pour d'autres personnes, hein, mais là, donc il faut passer par des voies de traverse pour accéder à la même compétence au bout du bout. Et donc, voilà, CLEA, c'est cela. Et après, donc, il y a un des domaines qui est sur l'informatique. Alors, l'informatique, c'est un bien gros mot, c'est vraiment un premier usage. Ouvrir un navigateur, regarder sa boîte mail. On a bien compris que dans le monde du travail, ce premier niveau de compétence sur l'informatique était insuffisant par rapport aux besoins des entreprises. Ça, c'était aussi la légitimité des partenaires sociaux, de dire, mais par rapport aux besoins des entreprises. D'où CLEA numérique, qui a été bâti dans un deuxième temps, et là, qu'on a bâti vraiment en dialogue aussi avec le ministère du Travail, qui avait cette même ambition, et on a dit à la DGEFP à l'époque, on ne va quand même pas construire chacun ses certifications dans son coin, travaillons ensemble pour en bâtir une. Et on l'a co-construite, État et partenaires sociaux, et donc autour là de quatre domaines. Mais on voit bien, les 4 domaines, il y a la même logique. Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique, on voit bien, c'est le pendant de hygiène et sécurité. C'est les mêmes choses. Or ça, ce 4e domaine-là, on a beau être sur un socle, hein, je pense qu'on aurait tous intérêt à vérifier que sur le domaine appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique, on soit tous bien au clair, parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on serait dans le socle. Est-ce que ça a un rapport avec la classe 4 dont je te parlais tout à l'heure, Philippe, de la nomenclature des spécialités de formation, la nomenclature NSF? Parce qu'on a une classe 4 qui dit développement personnel. Et dans la classe 4, on a en particulier un code NSF qui dit développement de la capacité individuelle d'organisation. Et là, on est un peu dans ce sujet-là. C'est assez sous-jacent, mais on ne l'a jamais posé en ces termes-là. En ces termes-là, oui. En revanche, je pose la question parce que moi, ça me fait penser à cela, et que je m'étonne toujours de la disparition de la classe 4 dans les certifications déposées à France Compétences. Oui. Sur CLEA numérique, je pense que c'est important aussi, parce que le numérique, ça ne veut rien dire.
en termes de socle, hein, on est bien en termes de socle, ce qui compte, c'est de donner les outils aux personnes pour se repérer dans son environnement. On peut très bien savoir utiliser un outil numérique, mais de façon récréative, ce qui n'est pas la même chose que de façon professionnelle. Et puis, on se confronte à des outils numériques dans plein d'environnements différents. Donc, la question, c'est bien identifier son environnement, utiliser les outils associés. Et ça rejoint un peu ce que tu indiques, c'est-à-dire, c'est aussi derrière tout ça, il y a quand même une compétence dans le discernement. Oui, c'est ça. Il y a une capacité individuelle d'organisation et c'est un code de NSF. Donc, sur le fond, tu as raison. Parle-moi par rapport à ça. Sur le fond, tu as raison, mais on ne l'a jamais posé en ces termes. Oui, voilà. Non, mais c'est un clin d'œil, mais qui m'étonne qu'on a une classe NSF qui disparaît comme ça, comme si elle n'existait pas, comme si ce n'était pas une spécialité de formation. Elle est dans la nomenclature. Et donc, ces deux certifications sont inscrites au répertoire spécifique. Voilà. Pourquoi répertoire spécifique? Parce qu'il ne s'agit pas d'un cadre. C'était la question. Ça ne correspond pas à un cadre d'emploi. Ouais. Hein, contrairement au RNCP, il n'y a pas un emploi qui est derrière, puisque c'est un socle. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Voilà. C'est un socle, quel que soit le métier qu'on exerce. C'est ça. Et en revanche, il y a quelques branches qui ont contextualisé Cléa. Alors, c'est là où il faut être très clair sur ce que veut dire la contextualisation. C'est la même certification. C'est juste qu'on contextualise l'évaluation de la maîtrise des compétences. C'est-à-dire qu'on met dans un contexte que la personne connaît bien. Dans certains domaines, sur les règles d'hygiène et sécurité, on va le contextualiser dans un enjeu de non-rupture de la chaîne du froid. Mais c'est bien dans les compétences socles, hygiène et sécurité. Simplement, on contextualise pour que la personne, si vous demandez à quelqu'un s'il sait faire une règle de 3, il va peut-être vous dire qu'il ne sait pas faire, alors qu'il sait la faire, parce que en vrai, il la fait, mais il ne la nomme pas comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de vérifier la compétence et non l'origine du nom Cléa. Origine du nom Cléa? Eh bien, je ne sais pas, parce que c'était nos prédécesseurs qui l'ont défini, Max et à moi, donc on n'était pas là ni l'un ni l'autre. Il y a quand même, derrière, ça ne vient pas de nulle part, je vous ai parlé de l'origine européenne des compétences clés. Compétences clés, déjà. Et le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Oui, voilà. Donc, et puis, ça sonnait bien à l'oreille. Le Copanef, à l'époque, a été accompagné par une boîte de conseils qui... Voilà. Mais la signification, elle vient de là. Pertinence de Cléa pour les personnes en situation d'illettrisme? Alors, non, juste, quand on reprend les domaines, hein, on voit qu'on peut être illettré sans pour autant, tout en étant capable, comme dit, d'apprendre à apprendre, de travailler en autonomie, de travailler en équipe et de comprendre certains concepts de mathématiques. Donc, je veux dire que, dans mon domaine professionnel, c'est souvent ça, du BTP, j'ai connu des gens j'ai découvert que des gens étaient illettrés par hasard, qui étaient des gens de grande qualité, qui étaient des gars qui auraient pu faire des super carrières, sauf que on ne s'est jamais rendu compte qu'ils étaient illettrés et ils n'ont jamais voulu. Chaque fois qu'on leur proposait des promotions, parce qu'on voyait qu'ils avaient plein de qualités, travailler en autonomie, travailler en équipe, hygiène et sécurité, apprendre à apprendre, tout ça, qu'ils maîtrisaient. Sauf que quand il s'agissait dès qu'on rentrait dans des domaines où il fallait savoir écrire, ils ne pouvaient pas. Donc ils trouvaient tous les prétextes possibles pour dire que non, finalement, ça ne leur allait pas, que ce pas bien, que ce pas au bon endroit. Et en fait, on aurait compris qu'ils avaient ce problème, on l'aurait résolu. Donc, ça permet de prendre conscience de ces insuffisances et ça aide à régler ces problèmes. Très intéressant. Tout notre partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, il y a deux choses à dire. C'est attention, Cléa, c'est une perspective pour les personnes en situation d'illettrisme. C'est pas l'outil des personnes en situation d'illettrisme. Parce qu'on a entendu aussi des salariés dire, mais moi, je ne veux pas passer Cléa, je ne suis pas illettré. Alors, attention, c'est pas ça. En revanche, Cléa atteste du fait qu'on est sorti d'une situation d'illettrisme. Ça, c'est clair. Et pour toutes les raisons qu'a indiqué Max, on a besoin de se professionnaliser dans les entreprises pour mieux détecter ces situations et pouvoir les accompagner. D'où le fait qu'on travaille avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, y compris, on a un rendez-vous, vous savez que la NLCI fait un temps fort à la rentrée de septembre tous les ans sur les questions de lutte contre l'illettrisme. La NLCI nous a proposé que ce temps fort de septembre 2022 soit concentré sur la question de l'illettrisme en entreprise.
et donc a souhaité qu'on travaille ensemble, CertifPro qui représente les partenaires sociaux et en même temps qui est porteur de la certification CLEA et la NCI, d'avoir un appel assez fort à ces questions-là. La NCI a développé des outils justement qui permettent à la fois de repérer le risque pour une entreprise en fonction d'un ensemble de caractéristiques, d'avoir, qui est des personnes en situation d'illetrisme dans son environnement. Donc, ça permet justement comme le disait Max, d'ouvrir un peu les yeux sur ces situations-là et de pouvoir les détecter. Et puis après, il y a des méthodes développées par la NCI de longue date pour accompagner. Parce que, comme le disait Max, ces personnes ont des stratégies d'évitement. Ce qui est une faiblesse pour les repérer et ce qui est une force parce que le jour où on a réussi à les embarquer, ces stratégies-là leur ont permis de développer énormément de compétences. Donc, elles sont en capacité de faire des tonnes de trucs. Il faut juste les aider à passer. Capables de faire plein de trucs. Si on ne sait pas parler français ou à peine, si on ne sait pas écrire, il faut beaucoup de talent. Ah oui. Et donc, voilà, ce partenariat avec la NLCI est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Donc, on est membre du GIP de la NLCI. Et donc, on a ce rendez-vous en septembre 2022 qui nous paraît vraiment important. C'est très, très intéressant. Donc, on répond à quelques questions qu'on a déjà commencé, mais y a-t-il une reprise de financement de CLEA pour les personnes en reclassement? Alors, sur les publics non francophones, il y a d'autres stratégies que CLEA, et notamment la formation spécialisée pour les personnes non francophones. CLEA, ça peut être, là encore, CLEA, ça peut être un aboutissement, mais c'est sans doute pas la porte d'entrée pour des publics totalement non francophones. En revanche, on a vu des personnes venant de l'étranger, ayant des diplômes assez reconnus, et qui ont souhaité passer, alors il faut être accompagné sur la langue française, mais qui ont souhaité passer CLEA parce que pour elles, c'était leur premier diplôme en France. Ah oui. Donc c'était important, même si c'était des personnes qui, par ailleurs, avaient des niveaux de certification dans leur pays assez élevés, mais c'était important symboliquement. Donc les formations FLE, français langue étrangère, sont vraiment adaptées. Il faut les articuler. CLEA n'est pas la réponse à tout. En revanche, oui, français langue étrangère. Oui, français langue étrangère. Et puis dans un FLE et dans un deuxième temps CLEA. Mais il y a des organismes qui articulent très très bien les deux. Très bien. La première question, une reprise de financement pour les personnes en reclassement suite à une ATP, invalidité, restriction médicale, obligeant à une reconversion pro. Tu comprends la question? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, la reprise de financement. Alors, si les personnes sont en situation encore d'emploi, on l'a dit il y a la PROA qui permet de le financer, mais un financement spécifique pour les personnes en reclassement suite à une ATMP, à ma connaissance, il n'y a pas, enfin, pas spécifiquement à CLEA. Après, ça rentre dans les dispositifs ATMP classiques. Oui, c'est pas. Voilà. Bon, on continue alors. Merci pour les questions. Procédure d'inscription au répertoire spécifique. Alors, je ne sais pas, CLEA Management, tu veux peut-être en parler? CLEA Management, oui. Bon, donc, CLEA Management, là aussi, c'est une initiative des partenaires sociaux pour essayer de construire disons, le socle de ce que devrait être je dirais, les savoir-faire, savoir-être, connaissance d'un manager, d'un responsable, d'un encadrant, disons. Donc, tout ça a fait l'objet d'un accord, enfin d'un article de l'accord national interprofessionnel du 28 février 2020 dont parlait Philippe tout à l'heure. Donc, qui ont donc identifié 4 domaines de compétences qui sont listés là, je ne vais pas les relister. Et donc, nous avons engagé depuis donc, la signature de cet accord un travail avec l'APEC, qui nous a paru le bon partenaire pour travailler sur le sujet. Et donc, nous avons tout récemment, là, au printemps, élaboré donc, une grille pour définir donc, les différentes compétences. Enfin, là, j'en parlais voilà, Philippe qui est plus à l'aise que moi là-dedans, sur ce sujet, pour donc définir comment justement construire donc la certification CLEA Management pour des gens qui ont vocation donc, à assurer des fonctions d'encadrement.
Philippe, peut-être. Oui, bon, il y a eu tout un débat sur les domaines de compétences. Alors, en gros, les trois domaines, hein, c'est moi et l'entreprise, moi et mon équipe, et moi et la personne que j'encadre. Hein, on a vraiment les trois domaines qui sont structurés comme ça. Hein, c'est voilà, dans la fonction management dans l'entreprise, la fonction management au sens de l'animation du collectif et la fonction management au sens de l'accompagnement de la personne. Et puis, il y avait un enjeu autour de la question de l'amélioration continue. C'est-à-dire que les compétences managériales, ça se développe. Donc, oui, il y a beaucoup, je vois dans les décisions de France Compétences tous les mois, on a des compétences managériales. J'en ai accompagné quelques-unes d'ailleurs, mais c'est un sujet important, oui. Voilà, et donc, il y a eu en réflexion 4 domaines, 3 domaines, et en fait, il y a bien 4 domaines qui se croisent, c'est-à-dire que dans ces 3 domaines-là, il y a une partie d'amélioration continue. Donc, c'est une vision un peu matricielle. On est dans la phase, alors, effectivement, le partenariat avec l'APEC est extrêmement important, vu l'expertise de l'APEC. Et puis, l'APEC nous a apporté son expertise et nous a aussi dit tout son intérêt dans leur propre accompagnement des cadres de disposer d'un tel outil. Donc, c'était là, donc, on est dans une procédure d'inscription au répertoire spécifique. Juste pour être très précis, on est bien répertoire spécifique, donc ça ne vise pas un emploi, ça vise des compétences. Donc, c'est les personnes qui sont en situation de devoir développer des compétences managériales. Ça ne veut pas dire que statutairement, elles sont forcément des cadres. Hein. Il peut y avoir des personnes qui... D'abord, il y a des cadres qui n'encadrent personne, ça arrive. Hein. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas en encadrement et qui ont, de fait, des pratiques managériales à développer. Donc, on est bien sur un socle de compétences et non pas sur un cadre d'emploi. Très intéressant. Alors, puisque c'est inscrit au répertoire spécifique, c'est en cours. C'est en cours, mais comme Cléa et Cléa numérique sont au répertoire spécifique, un organisme de formation peut dire je voudrais être partenaire de Cléa pour être un organisme de formation préparant à Cléa. Tu as raison, parce qu'on ne l'a pas posé. Donc, CertifPro est l'organisme certificateur, voilà. Mais nous ne sommes pas un organisme de formation, ce n'est pas notre vocation. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est l'organisme certificateur CertifPro. C'est vous qui êtes le certificateur chez France Compétences. Voilà. Et vous n'êtes pas organisme de formation. Et on habilite des organismes pour évaluer et pour former. Voilà. Alors, on avait... Évaluer et former. Donc. Alors, on avait distingué les deux. C'est intéressant. Et puis, finalement, on avait décidé plutôt de dire, nous, notre exigence, c'est la capacité d'évaluation, parce que c'est ça qui fait Oui, bien sûr. Et donc, sur la formation, on laisse le système qualité Calliope fonctionner. Et puis là, vous savez que pour que les organismes de formation soient acceptés sur le CPF, il faut qu'elles soient habilitées par le certificateur. Donc, on a dû remettre une stratégie d'habilitation des organismes de formation. On avait plutôt considéré que notre job était plutôt sur l'évaluation. Donc là, il y a une réflexion, parce que l'obligation est toute nouvelle, hein, c'est depuis le début de l'année 2022. Absolument. Et donc, on repart sur un processus d'habilitation. On a un système d'habilitation. Il y avait pendant un temps tous les semestres. Là, on est passé à un cadre annuel, plus en vitesse de croisière. Mais donc, on a ce processus d'habilitation des organismes pour évaluer et pour former. On l'avait distingué pour Cléa, on le remet ensemble. Et puis, on a un processus de même nature sur Cléa numérique. Il y aura bien sûr un processus de même nature sur Cléa management. Il y a juste un truc qu'il faut régler, c'est on a des organismes qui n'étaient que évaluateurs, qui n'étaient pas formateurs, donc il faut qu'on voit comment on s'articule. On est en train de travailler à ces solutions-là. En tout cas, vous avez aussi un système de contrôle des partenaires organismes de formation pour bien protéger la certification Cléa, qu'elle ne soit pas... parce qu'effectivement, s'il y a eu cette nouveauté un peu au 1er janvier 2022 de dire il faut que le partenaire organisme de formation soit d'abord déclaré à France Compétences pour qu'il puisse être vu par la Caisse des dépôts et consignations dans le système moncompteformation.gouv.fr, c'est parce qu'il y a eu quand même un abus considérable d'utilisation de code CPF avec des certificateurs qui n'étaient pas au courant qu'on utilisait leur code CPF. Hein. J'ai eu le cas avec une cliente et donc c'est absolument
incroyable comme système. Il a bien fallu resserrer tout ça. Donc, voilà, donc on fait ça. Donc Cléa est un organisme, enfin CertifPro est un organisme certificateur. Et je trouve que c'est un message intéressant pour les organismes de formation aussi. Oui, oui, tout à fait. Et puis on a un processus qualité qu'on va affiner. Voilà. Là aussi, dans l'articulation entre le rôle de CertifPro comme certificateur et le rôle des transitions pro, puisque on a donné une délégation aux transitions pro dans les territoires, et c'est eux qui sont en proximité avec les organismes de formation et qui nous font les bonnes alertes. Donc voilà, cette dimension aussi de réseau, c'est une capacité à être en proximité et à ne pas regarder ça à vue de Sirius, mais à avoir vraiment un dialogue. Et il y a y compris un dialogue entre les transitions pro et les organismes habilités pour Cléa, pour dire attention, aidez-nous à viser vraiment la bonne cible pour Cléa. Parce qu'évidemment, tout le monde a le droit de passer Cléa. Bien sûr. Mais ce qui nous importe, nous, comme partenaires sociaux, on a fait Cléa pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, c'est aussi un travail partenarial avec les organismes que nous habilitons en disant on a quand même une ambition sociale qui est d'atteindre les gens, justement, qui sont de la même façon que les personnes en situation d'électrice ont des stratégies. Personnes qui ne sont pas à l'aise sur leurs compétences ont aussi des stratégies de contournement, même si elles ne sont pas en situation d'électrice. Et donc, c'est comment on va les repérer, comment on peut leur proposer et leur proposer avec la bonne méthode pour ne pas les faire fuir, parce que parfois, quand elles pensent qu'elles vont retourner sur les bancs de l'école, elles préfèrent faire autre chose. Donc, voilà. Mais je pense que les meilleurs ambassadeurs, et c'est un travail qu'il faut qu'on fasse, les meilleurs ambassadeurs de Cléa, c'est ceux qui l'ont passé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on passe au sujet suivant. Voilà, en fait, le temps passe, donc voilà. La démarche de CertifPro. Ah, très bien, voilà, on était dans le. On a déjà traité. On a déjà traité. On a déjà traité le sujet, on anticipe. Alors, les chiffres. Voilà, alors on pourra vous transmettre des chiffres, voilà, mais là, c'est le premier cas. Donc, en 2022, à ce stade, donc on est quand même pas la moitié de l'année, hein. Donc 13 000 inscriptions, 10 000 évaluations préalables, 5 000 évaluations finales et 6 936 certifications. Alors pourquoi il y a plus de certifications que d'évaluations finales? Parce que c'est des processus qui durent dans le temps. Donc il y a des certifications qui sont issues de personnes qu'on retrouve en 2021 dans les inscriptions ou les évaluations préalables. Donc voilà, et parfois les parcours sont un peu longs, donc on a des écarts comme ça. Voilà. Et sur 2021, qui est une année pleine, donc on voit 15 000 certifications en 2021. On est reparti, on a eu vraiment un coup d'arrêt en 2019, hein, pour les raisons qu'on avait déjà indiquées. En 2020, comme tout le monde, le confinement a aussi donné un coup d'arrêt assez important. Et donc 2021, on est reparti. On n'est pas encore au niveau qu'on avait en 2018, mais ça progresse. Très bien. Niveau de formation à l'inscription. Voilà, là c'est un petit schéma qui donne un peu la courbe. Donc, vous voyez la cible, hein, c'est jusqu'au niveau 3. Niveau 4, alors après, il faut aller plus finement au niveau 4. Parfois, justement, vous avez des personnes qui sont en niveau 4, mais qui ont arrêté de travailler pendant longtemps, qui ont besoin de se réassurer, notamment sociologiquement, c'est plutôt des femmes. Qui, voilà. Donc, voilà. Petit clin d'œil sur l'inversion de niveau. Le niveau 1 était le plus élevé, c'est maintenant le niveau le plus bas. Voilà. Là aussi, on s'est aligné sur le système européen. Bah, oui. Et donc, en termes d'âge, hein, ça touche toutes les tranches d'âge, mais vous voyez qu'il y a aussi pas mal de jeunes. Oui, c'est intéressant, hein, la répartition par âge. Oui, tout à fait. Taux de réussite. Alors voilà, ça c'est intéressant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les domaines qui sont le plus facilement acquis en évaluation préalable. Et on voit bien que les domaines qui sont les plus difficilement acquis, c'est justement communiquer en français et utilisation des règles de base de calcul et la logique. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir ces 7 domaines, ça permet, si on regarde, hein, voilà, on va avoir travailler en équipe, c'est ce qui est le plus facilement acquis, travailler en autonomie, apprendre à apprendre aussi. Mais quelque chose qui a évolué, parce que c'était moins le cas avant,
l'utilisation des règles usuelles du numérique commence à progresser dans ce qui est acquis en évaluation préalable. Donc le point dur, hein, là où il faut qu'on accompagne plus les gens, c'est sur les 2 premiers domaines, et puis sur les questions d'hygiène et sécurité, parce que on ne maîtrise pas toujours. Mais, voilà, ça donne bien la gradation dans la difficulté à la difficulté à faire. Oui, très bien. Oui, très intéressant ces informations-là. Perspective. J'accélère un petit peu parce qu'on va arriver à l'heure et on va répondre à quelques questions. Je ne sais pas, Max, si tu veux. Perspective alors, effectivement, on peut citer l'exemple du plan de relance. C'est que, je rappelle que dans le cadre du financement budgétaire de France Compétences, il était attribué à peu près 500 millions d'euros aux fournisseurs professionnels, hein, sur les à peu près 10 milliards d'euros de financement de France Compétences, qu'on utilise en gros. Hein, et le fait est que dans le cadre du plan de relance, donc, via le FSE, nous avons obtenu 100 millions supplémentaires. Et ces 100 millions supplémentaires qui étaient ciblés sur métiers en tension étaient un booster de l'ensemble des dossiers que nous avons. Et ça nous a permis de voir que, en fait, il y a plein de sujets intéressants à développer autour de. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les questions de priorisation sur les métiers régionalement. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur la capacité qu'on a tous. C'est difficile hein, parce que ça demande à mobiliser des réseaux et on peut jamais. Et la particularité de ça, ça rejoint. Je mélange un peu de Transco après. Hein, au fait que on ne peut pas appliquer les mêmes dispositions et les mêmes recettes suivant les régions en fonction du degré d'avancement des différents acteurs et de l'implication des différents acteurs. On voit bien que dans Transco, je dirais les plateformes qui permettaient donc je disais que par de l'expérience du succès donc de l'effet booster du plan de relance et donc qui consistait en fait à cibler sur des métiers en tension, mais en fait chaque fois en fonction de la région. Ça nous oblige à réfléchir à la manière de traiter, donc de mieux appréhender dans le travail qu'on prépare avec France Compétences sur l'ajustement des priorités. Donc, pour bien travailler les priorités, pour vraiment cibler au mieux les métiers sur lesquels on trouvera les formules pour permettre les transitions. Je veux dire que la transition professionnelle, c'est un jeu difficile, pas compliqué, mais un jeu subtil entre des attentes et des demandes des salariés, parce que ça procède, en général, c'est une demande du salarié, on ne peut pas obliger un salarié à faire une fonction professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais en même temps, il faut que cette demande, elle corresponde de l'autre côté, elle débouche sur quelque chose. Et donc, il faut qu'on crée un appel d'air entre les deux. Et cet appel d'air, on peut le créer en créant donc des tuyauteries qui fonctionnent. Et ces tuyauteries, elles demandent un travail local, adapté à l'existence. Souvent, on ne peut pas les inventer d'ex nihilo. Il faut qu'on prenne en compte le contexte local, les acteurs engagés, qui sont prêts à s'engager, et les faire travailler ensemble. Bon, c'était l'objet des appels à projets du ministère sur Transco, des succès plus ou moins, qui ont permis quand même de mobiliser, de trouver des plateformes. Hein, mais tout ça, c'est un grand chantier pour permettre donc de poursuivre et d'assurer donc le succès de la transition professionnelle. La transition professionnelle, c'est quelque chose qui est attendu par les salariés, qui est aussi attendu par les entreprises, parce que les entreprises ont des besoins, et les besoins, souvent, ils ne sont pas satisfaits seulement par les gens qui sortent, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ils attendent à ce qu'on trouve des solutions dans le cadre des
personnes qui sont dans l'emploi. Donc, on a devant nous de ce fait-là un grand chantier pour y arriver. L'exemple de Transco, je terminerai, et puis Philippe complétera, mais Transco, donc, c'est écrit comme ça, et c'est vrai, l'expérience Transco est mitigée en termes de nombre, mais néanmoins, c'est une expérience intéressante parce que ça nous permet. C'est passionnant. Parce que souvent, c'est dans les échecs qu'on progresse. Quand on voit les freins, les difficultés, les problèmes, pourquoi ça ne marche pas, que ça nous permet ensuite, demain, de trouver les formules, parce que ça, même si Transco aujourd'hui, effectivement, c'est loin d'atteindre des ambitions, enfin des chiffres qu'on pouvait se mettre dans la tête à un moment donné, n'empêche qu'il y a un énorme besoin. Donc, il faut qu'on arrive à le satisfaire. Donc, il y a des débouchés. Il faut juste qu'on trouve les moyens de, justement, la tuyauterie pour arriver à l'alimenter, cette demande, par une offre. Et en plus, on sait aussi qu'il y a plein de salariés qui ont envie de changer. Donc, mais ça, la reconversion professionnelle, hein, c'est quand même aussi un grand... voilà, vers une nouvelle société de compétences. Les compétences, elles évoluent quand même très rapidement, et le fait qu'on puisse changer de métier au cours d'une vie, c'est quand même... les compétences évoluent, les aspirations aussi. Les aspirations à avoir des nouvelles compétences évoluent. Donc, on est sur la transition professionnelle dans un vrai sujet. Et là, les partenaires sociaux sont en train de travailler sur des propositions sur la question globalement des transitions professionnelles. Et c'est ça aussi à quoi peut servir Certif Pro. C'est-à-dire Certif Pro, tête de réseau des transitions pro, peut être mobilisé en fonction des discussions qu'il y aura entre les partenaires sociaux et l'État pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies qui paraîtront plus efficientes. Donc, c'est ça aussi tout l'intérêt d'avoir cet outil Certif Pro, qui est à la fois un outil à la main des partenaires sociaux et en même temps un outil qui procède des transitions pro, qui sont capables d'opérer ces questions-là. Et donc, de le faire, de l'ajuster en permanence en fonction de la volonté politique qui est posée. J'ai vu dans le chat plein de questions sur Cléa numérique. Ça nécessiterait... j'ai vu entre Pix et Cléa numérique, on avait proposé, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Pix, on avait proposé la double certification Pix Cléa numérique. Ça n'a pas été retenu par l'État à ce moment, mais comme on est très têtu, on va continuer parce qu'on pense que c'est la bonne idée, parce que l'idée n'est pas de choisir. En gros, Cléa numérique, c'est un référentiel donné, ça donne une certification. Pix, c'est évolutif. On peut faire son profil de compétences numériques au fur et à mesure de sa progression. Donc les deux sont très complémentaires. On travaille beaucoup avec Pix. On a envie de construire ce partenariat. Encore faut-il que cette double certification puisse s'inscrire concrètement. Et donc c'est un dialogue avec l'État. Mais ça, on souhaite vraiment le faire. Mobiliser Cléa dans le préparat apprentissage, ça fait partie aussi des propositions qu'on avait faites à la commissaire aux compétences. Enfin, tout ça, on n'est pas décisionnaire, hein, mais force de proposition, on ne cesse de l'être, et on continuera de le faire autant que possible. Et sinon, j'ai vu des choses sur le site de Cléa, des choses qui sont illisibles. Nous sommes conscients de la nécessité de réinterroger en profondeur le site Cléa. Voilà, ça fait partie des projets. Oui. Pour identifier les partenaires de Cléa qui sont identifiés comme organismes de formation, vous avez le site de France Compétences, puisque c'est obligatoire. Donc, vous allez rechercher la certification Cléa sur le site de France Compétences et vous allez chercher la liste des partenaires habilités. Oui. Au moins, le site de France Compétences. Mais on fera un site Cléa qui sera plus lisible prochainement. Voilà. On a recruté quelqu'un qui va travailler sur ce sujet. Voilà. Parce que quand même, on a commencé Certif Pro sans aucune équipe salariée en 2019. Aujourd'hui, il y a 5 salariés à Certif Pro, avec une directrice qui anime toute cette équipe. Et c'est ça aussi qui nous donne la capacité d'avoir encore plus d'ambition que nous en avions les années précédentes, parce que là, on a, y compris quand on a des ambitions, les moyens de les mettre en œuvre. Cette équipe est très mobilisée et à la disposition de tout le monde, donc vous aurez les coordonnées pour... Et en plus, juste compte tenu de la façon dont on travaille avec le réseau, elle bénéficie des moyens du réseau. L'ambiance est telle qu'aujourd'hui, quand notre directrice a un problème qui n'a pas la réponse dans l'équipe Certif Pro, elle dispose de l'ensemble du réseau pour trouver la solution.
Cléa, peut-il être envisagé lors de parcours spécifiques, dispositif de la Caisse des dépôts en 2019, prépa-apprentissage? C'est ce qu'on pousse beaucoup dans notre dialogue avec le Haut-Commissariat. D'accord. Donc oui, le principe, oui. Et l'harmonisation nationale des tarifs, c'est pas nous qui définissons ça, mais c'est un sujet de préoccupation. Alors, toutes ces questions me font dire que vous serez à nouveau mes invités, avec Céline, avec la directrice de Certifpro, pour faire le point peut-être dans un an ou comment ça évolue, parce que c'est très intéressant à accompagner, à observer, et je suis très, très heureux de ce webinaire avec vous, parce que d'abord j'ai découvert plein de choses et ça m'a confirmé dans ce que je savais déjà, mais je pense que c'est très intéressant pour tout l'environnement de la formation professionnelle d'avoir conscience de l'existence de ça et du changement que ça représente par rapport au fonds GESIF et au congé individuel de formation précédent. Donc il me reste à vous remercier d'avoir, vous deux, d'avoir été là et d'avoir fait cette animation assez remarquable, et remercier aussi tous nos fidèles participants, nos fidèles abonnés à notre chaîne. Et puis, vous avez les coordonnées de CFSUS et les coordonnées de la directrice, donc Céline Sarny de Certifpro, que vous pouvez contacter. Et vous pouvez contacter les transitions pro dans vos régions, qui sont à votre disposition ici. Et vous pouvez contacter les transitions pro dans vos régions, c'est aussi très important. Et il me reste à vous dire nos 2 prochains webinaires. Donc, un nouveau webinaire au mois de juin, parce qu'en fait, celui d'aujourd'hui, il avait été décalé parce qu'il devait avoir lieu en février, puis on a eu un problème. Et donc, au mois de juin, il est prévu depuis un moment déjà. C'est toujours dans la série vers une nouvelle société de compétences. Et le droit dans tout ça, avec Sabrina Dougados, qui est avocate au cabinet Fromont-Briance. On va essayer de... Et qui est le conseil de Certifpro aussi. Et qui est le conseil de Certifpro également. Voilà, on a un conseil commun. Et donc Sabrina, maître Dougados, viendra... on fera un petit point sur les aspects juridiques de la réforme, qu'il ne faut pas oublier non plus. Et c'est intéressant d'avoir l'avis d'un juriste qui est quand même le haut des compétences juridiques sur la formation professionnelle. Et puis on terminera cette saison 1 de notre série vers une nouvelle société de compétences avec Stéphane Rémy, qui sera notre invité pour la 3e fois, puisqu'on a un petit rendez-vous annuel maintenant avec Stéphane Rémy pour faire le point sur Calliope, à la date anniversaire du référentiel national qualité qui est sorti le 6 juin 2019. Voilà. Donc, on a fait un premier webinaire au premier anniversaire, puis au 2e, et là, au 3e. Donc, c'est intéressant de faire le point sur Calliope, son évolution. Voilà, il y aura des choses, peut-être une version 8, enfin, on ne sait pas. Voilà, et sur l'évolution. Stéphane expliquera tout ça. Pardon ? Stéphane expliquera tout ça. Voilà, Stéphane nous expliquera tout ça. Il est le mieux qualifié pour voilà, c'est le gestionnaire du référentiel Calliope au ministère du Travail. Merci à toutes, à tous. À très bientôt. Et puis, bonne continuation, bonne fin de journée. Et merci encore à vous deux. Merci de ton invitation, Michel. Avec plaisir.